Le cri de ma belle-fille résonnait encore dans le salon, faisant trembler les verres en cristal sur l'étagère, pendant qu'elle pointait son doigt sur mon visage. Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 68 ans, je suis veuf et menuisier à la retraite. Et à ce moment-là, j'ai ravalé mes larmes pour préparer la réponse qu'elle n'oublierait jamais. J'ai toujours cru que la famille est le bien le plus précieux que nous ayons. Depuis que ma femme, ma chère Colette, est partie rejoindre les étoiles il y a 10 ans, j'ai consacré chaque minute de ma vie et chaque centime de ma retraite pour voir mon fils unique, Antoine, heureux. J'ai travaillé le bois jusqu'à ce que mes mains deviennent raides. J'ai fabriqué des meubles, réparé des portes, passé des nuits blanches dans mon atelier, avec le bruit de la scie et l'odeur de la sciure de chêne, tout cela pour qu'il ait ce que je n'ai pas eu. Quand il s'est marié avec Nathalie, je n'ai pas beaucoup aimé. Il y avait quelque chose dans son regard, un air un peu tordu de quelqu'un qui veut tout dans la main, de quelqu'un qui pense que le monde lui doit quelque chose. Mais Antoine était amoureux, avec cette lumière dans les yeux de celui qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Alors j'ai béni leur union. Père, c'est comme ça. On avale nos intuitions pour voir notre enfant sourire. Le temps a passé et les choses sont devenues difficiles pour eux. Nathalie changeait sans cesse de travail. Une fois le patron était désagréable, une autre fois le salaire était insuffisant, une autre fois le RER était toujours en retard. Les excuses d'une personne paresseuse, c'est comme les mauvaises herbes, ça pousse n'importe où. Et mon Antoine, le pauvre, travaillait double dans un magasin de bricolage, rentrant avec le dos cassé pour faire vivre la maison et satisfaire ses caprices à elle. C'est là que le cœur de père a parlé plus fort, ce cœur tendre que nous avons et qui parfois est notre perte. Ils allaient être expulsés du petit appartement où ils habitaient. Le loyer était en retard de 3 mois et le propriétaire avait demandé les clés. Antoine est arrivé chez moi en pleurant, sanglotant d'une façon qui m'a brisé l'âme. « Papa, on n'a nulle part où aller. Nathalie dit qu'elle va s'en occuper, mais je sais qu'elle ne le fera pas. On va se retrouver à la rue. » J'ai caressé ses cheveux que j'ai coiffés tant de fois quand il était petit, et j'ai pris une décision. J'avais des économies, de l'argent que j'avais mis de côté toute ma vie pour une urgence, pour un problème de santé, pour ma vieillesse. Mais quelle urgence plus grande que de voir son fils dans le désespoir. « Sèche ses larmes, mon fils », ai-je dit en lui servant un café serré. « Personne ne finira à la rue. Je vais vous louer cette belle maison près du parc, celle avec les volets bleus que tu as toujours trouvée jolie. » Ses yeux se sont écarquillés. « Mais papa, c'est cher. Nathalie ne peut pas payer pour le moment. »« C'est moi qui paie le loyer », ai-je affirmé en me frappant la poitrine avec un courage que je ne savais même pas avoir. « Je signe le bail à mon nom. Je paie jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied. Mais à une condition, Nathalie doit garder un emploi stable. » Il m'a serré si fort dans ses bras qu'il a failli me casser les côtes. Cette étreinte valait tout l'argent du monde, ou du moins je le croyais. C'était il y a 2 ans. 2 ans pendant lesquels, tous les 5 du mois, j'allais religieusement à l'agence immobilière déposer le montant du loyer. 2 ans pendant lesquels Nathalie n'a gardé aucun emploi stable. Elle était devenue entrepreneuse, disait-elle. Elle passait la journée sur l'ordinateur ou dehors avec ses amis à planifier des business qui ne rapportaient jamais rien. Et moi, je continuais dans mon atelier, acceptant des commandes même pour des petites réparations, économisant sur mes médicaments pour le cœur, arrêtant d'acheter du bon fromage pour moi, pour garantir leur toit. Je ne l'ai jamais jeté à leur figure, je n'ai jamais réclamé. Je le faisais par amour, et peut-être par un peu de bêtise aussi, car quand on aime, on devient un peu aveugle. Mais ce dimanche-là, l'aveuglement a pris fin, et la guérison a été douloureuse. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy et d'activer la cloche pour ne rien rater. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'était l'anniversaire de Nathalie. J'avais passé toute la matinée dans la cuisine de leur maison.
la maison que je payais. J'avais préparé le bœuf bourguignon qu'elle aimait, avec beaucoup de lardons et de champignons de Paris, des pommes de terre rissolées, des haricots verts cuits à la perfection. J'avais apporté la tarte aux pommes qu'elle adorait. J'avais mis la table, posé la nappe en lin que j'avais moi-même cousue. Je voulais faire plaisir, je voulais voir si la paix régnait. Nous étions assis à table. Nathalie avait déjà bu 3 ou 4 verres de vin rouge, et elle avait ce visage rouge et transpirant qui me mettait mal à l'aise. Elle mangeait la bouche ouverte, parlait fort, se croyant maîtresse de la vérité. « Ce bourguignon est fade, Jean-Pierre !» se plaignit-elle en repoussant son assiette. « Vous perdez la main, hein? Ça doit être l'âge. Le palais meurt avec le reste. » J'ai senti une pointe dans la poitrine, mais j'ai souri jaune. C'est que j'ai mis moins de sel à cause du cœur. Ça fait du mal d'en abuser. J'ai assaisonné avec du thym et du laurier pour donner du goût. « Goût d'herbe !» marmonna-t-elle en riant toute seule. Antoine était silencieux, la tête basse, jouant avec sa nourriture. Il était chaque jour plus maigre, plus éteint. Ce garçon plein de vie était devenu une ombre dans sa propre maison. Cela me faisait plus mal que ces offenses-là à elle. « Antoine, mon fils, mange un peu de légumes. Tu as besoin de vitamines. Tu es si pâle, » dis-je en essayant de lui témoigner de l'affection. Nathalie frappa la table de la main. Le verre de vin vacilla et renversa un peu sur la nappe en lin. « Laissez votre fils tranquille !» cria-t-elle. « Vous lui poussez toujours de la nourriture. On dirait que vous voulez engraisser un cochon. Il va bien. Celui qui ne va pas bien, c'est vous qui venez ici, dans ma maison, donner votre avis sur tout. » Je respirais profondément, comptais jusqu'à 10. Je regardais cette maison, les rideaux que j'avais achetés, le canapé que j'avais aidé à payer en plusieurs fois, le parquet qui était propre parce qu'Antoine le frottait pendant qu'elle ne levait pas le petit doigt. « Nathalie, je prends juste soin de mon fils. Et cette maison, il faut qu'on parle de respect. Je fais tout pour vous avec tant d'affection. » C'est là que c'est arrivé. C'est là que le vernis de bonne fille qu'elle essayait de maintenir devant les voisins a craqué et s'est brisé complètement. Elle s'est levée de sa chaise, faisant tomber sa fourchette par terre avec fracas. Elle s'est mise debout, grande, imposante, projetant son ombre sur moi. Moi, assis au bout de la table, je me suis senti petit, mais je n'ai pas eu peur. J'ai ressenti un froid qui vient de l'intérieur quand on réalise qu'on a gaspillé son amour pour quelqu'un qui ne méritait même pas un bonjour. « Respect !» hurla-t-elle, et la salive vola sur mon visage. « Vous venez ici, dans ma maison, sous mon toit, manger ma nourriture, et vous voulez parler de respect? Vous êtes un vieux fouineur? Voilà ce que vous êtes. » Antoine ne dit rien parce qu'il est mou, mais moi je parle. Personne ne vous supporte plus, Jean-Pierre. Je regardais Antoine, attendant qu'il se lève, attendant qu'il dise « Ne parle pas comme ça, mon père », attendant qu'il se souvienne de qui avait essuyé ses fesses, de qui lui avait donné à manger, de qui payait ce toit sacré au-dessus de sa tête. Mais Antoine ne s'est pas levé. Il a haussé les épaules. Il a serré la serviette dans ses mains jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches, et il est resté silencieux. Le silence de mon fils m'a fait plus mal que le cri de ma belle-fille. C'était un silence de couteau, coupant la chair. « Tu as entendu ?» continua Nathalie, se sentant maintenant victorieuse grâce au silence de son mari. « Je suis la femme de cette maison. C'est moi qui commande ici. Taisez-vous, vieux. Si vous n'êtes pas content, la porte est grande ouverte. Prenez vos affaires et disparaissez. Et la prochaine fois que vous venez, prévenez avant pour voir si on veut recevoir de la visite. Visite. Elle m'a appelé visite dans la maison qui était à mon nom sur le contrat de bail. Dans la maison que ma sueur payait. Le monde s'est arrêté pendant 1 seconde. Le bruit du réfrigérateur ressemblait à un moteur d'avion. L'odeur du bourguignon m'a soudain donné la nausée. J'ai regardé cette femme gonflée d'arrogance. J'ai regardé mon fils lâche et j'ai compris. J'ai compris que l'amour sans limite devient un paillasson. Et moi, Jean-Pierre, petit-fils de résistant, fils d'ouvrier, je n'ai jamais été le paillasson de personne. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas disputé. Ma dignité était la seule chose qui me restait là à ce moment-là, et je n'allais pas la jeter à la poubelle avec les restes de ce déjeuner désastreux. Avec un calme qui m'a surpris moi-même,
Je me suis levé de ma chaise. J'ai essuyé la goutte de vin qui était tombée sur ma chemise. J'ai pris mon sac en cuir qui était accroché à la chaise. J'ai marché jusqu'à Antoine. J'ai embrassé le haut de sa tête. Il a frémi, mais il ne m'a pas regardé. « Que Dieu te garde, mon fils », murmurai-je. Puis je me suis tourné vers Nathalie. Elle était essoufflée, la poitrine gonflée, attendant une dispute, attendant que je fasse un scandale pour qu'elle puisse me traiter de fou. J'ai regardé au fond de ses yeux. « Vous avez tout à fait raison, Nathalie. C'est le propriétaire qui commande dans sa maison. » Elle rit d'un air moqueur. « Exactement. Alors déguerpissez. » J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, la même porte que j'avais fait vernir le mois dernier parce qu'elle s'écaillait. Je l'ai ouverte. Le soleil de l'après-midi a frappé mon visage. Avant de sortir, j'ai jeté un dernier regard à l'intérieur, sur la vie que j'avais financée, sur l'ingratitude que j'avais nourrie. J'ai fermé la porte doucement derrière moi, sans la claquer. J'ai marché jusqu'au portail. Mes jambes tremblaient un peu, mais mes pas étaient fermes. Pendant que je marchais jusqu'à l'arrêt de bus, avec le soleil chaud brûlant ma nuque, je ne pensais pas à l'humiliation, je pensais au papier. Mon esprit, qu'elle croyait vieux et décrépit, fonctionnait comme ma scie à bois, coupe par coupe, sculptant leur destin. Je me suis assis sur le banc en ciment de l'arrêt de bus. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti mon téléphone portable, ce modèle simple, avec de grandes touches qu'Antoine disait être pour les vieux, mais qui faisait très bien l'affaire. J'ai cherché dans le répertoire le numéro de Monsieur Lefebvre. Lefebvre était le propriétaire de l'agence immobilière, un monsieur à l'ancienne, correct, qui aimait beaucoup mes confitures de prunes. C'était dimanche, je le savais, mais mon urgence n'avait pas de calendrier. Le téléphone a sonné 3 fois. « Allô, monsieur Durand ? Il s'est passé quelque chose ?» Sa voix était inquiète. « Il s'est passé, monsieur Lefebvre. Il s'est passé que la vie change et qu'on doit changer avec elle. » Ma voix sortit ferme, sans aucun tremblement. « Vous vous souvenez que le contrat de location de la maison près du parc expire la semaine prochaine et qu'on allait le renouveler automatiquement ?»« Je m'en souviens, oui, monsieur Durand. Tout est prêt sur mon bureau. »« Eh bien, déchirez tout, dis-je. Il n'y aura pas de renouvellement. » Et encore, monsieur Lefebvre, vous vous souvenez que dans le contrat, il y a cette clause selon laquelle moi, en tant que locataire titulaire, je peux demander l'évacuation immédiate en cas de rupture d'accord ou d'usage abusif. Oui, mais que s'est-il passé? Ce n'est pas votre famille. Ça l'était, monsieur Lefebvre. Aujourd'hui, j'ai découvert que là-bas ne vivent que des étrangers. Je veux résilier le contrat et je veux savoir si vous avez le contact de ce gars qui fait les déménagements urgents, le Didier. J'ai raccroché le téléphone avec le cœur battant dans la gorge, mes l'âme lavée. Nathalie avait dit que c'était elle qui commandait là-bas. Elle allait découvrir de la pire façon possible que les cris ne paient pas les factures et que l'arrogance ne signe pas les actes. Elle a cru qu'elle mettait dehors un vieux inutile. Elle ne savait pas qu'elle mettait dehors sa chance. Le bus est arrivé. Je suis monté, j'ai validé mon ticket et je me suis assis près de la fenêtre. Pendant que le paysage défilait, j'imaginais la tête qu'elle ferait le lendemain matin. Elle voulait être la patronne de la maison. Eh bien, voyons voir comment la patronne se débrouille quand le vrai propriétaire décide de reprendre les clés. Ce dimanche-là fut le jour de mon humiliation, mais le lundi serait le jour de ma justice. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé le lundi, restez bien jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Les Conseils de Papy. Je suis arrivé chez moi quand le soleil se couchait déjà, peignant le ciel d'un orange triste. Ma petite maison, celle que Colette et moi avions achetée pierre par pierre il y a 30 ans, était silencieuse. Un silence différent de celui de la maison de mon fils. Là-bas, le silence était de peur, ici, c'était de paix. Mais cet après-midi-là, la paix avait un goût amer de solitude et d'échec. J'ai tourné la clé dans la serrure, ce petit bruit métallique que je connaissais si bien, et je suis entré. L'odeur de cire d'abeille que j'utilise pour les meubles m'a accueilli. Tout était à sa place.
Les photos de Colette sur l'étagère, le napperon au crochet impeccable sur la télévision, les photos d'Antoine petit souriant sur le mur, photos d'un temps où il n'avait pas peur de lever la tête. Je me suis assis dans le fauteuil sans allumer la lumière et j'ai laissé mon sac glisser par terre. Pendant un moment, juste un moment, j'ai voulu pleurer. J'ai voulu pleurer pour le garçon que j'ai élevé et qui maintenant semblait un étranger. J'ai voulu pleurer pour l'humiliation d'être chassé comme un chien galeux, mais les larmes ne sont pas venues. Ce qui est venu, c'est un souvenir. Je me suis rappelé le jour où Colette est morte. J'avais 58 ans, 2 factures en retard et une peur terrible de l'avenir. Tout le monde disait « Pauvre Jean-Pierre, il va dépendre de son fils ». Mais je n'ai pas dépendu. Je me suis relevé, j'ai travaillé le bois, j'ai investi. J'ai acheté des outils professionnels d'occasion et j'ai travaillé jour et nuit. Je n'étais pas un pauvre vieux. J'étais l'homme qui avait fait vivre la maison seul pendant 10 ans. Et Nathalie était une gamine pourrie gâtée, jouant à la maison avec l'argent de son beau-père. La colère, quand elle est bien utilisée, devient du carburant. Je me suis levé du fauteuil d'un bond, comme si j'avais reçu un choc. Le Jean-Pierre, qui était sorti la tête basse de la maison de son fils, était resté dans le bus. Le Jean-Pierre qui était là maintenant était le patriarche. Je suis allé dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de la commode où je garde les documents importants. Dans une pochette à élastique bleu. Il était là, le contrat de bail. J'ai pris le papier et je suis allé dans la cuisine. J'ai allumé la lumière, mis mes lunettes de lecture et j'ai commencé à lire ligne par ligne comme si c'était la Bible. Locataire, Jean-Pierre Durand. Ce n'était pas écrit Nathalie, ce n'était pas écrit Antoine, c'était écrit mon nom, mon numéro de sécurité sociale, ma signature avec l'écriture soignée que l'instituteur du primaire complimentait. J'ai passé mon doigt sur l'article 6. Le locataire pourra résilier le contrat à tout moment, moyennant paiement d'une indemnité ou préavis, s'engageant à restituer le bien libre de personne et des faits. J'ai souri. Un sourire qui n'atteignait pas les yeux, mais qui réchauffait la poitrine. Il croyait que le pouvoir était dans le cri. Il croyait que commander, c'était taper sur la table. Mais le monde des adultes, le monde réel, fonctionne avec des papiers signés et de l'argent sur le compte. Et dans ces 2 domaines, j'étais le maître du jeu. J'ai repris le téléphone. Il était 19h un dimanche. Didier, le gars du déménagement, devait se reposer. Mais je savais qu'il ne refusait pas un bon service. Il avait un grand camion blanc qu'on appelait l'éclair blanc dans le quartier. « Allô, monsieur Jean-Pierre » Sa voix était un peu pâteuse. Il devait somnoler. « Didier, excuse-moi pour l'heure. C'est Jean-Pierre de l'ébénisterie. »« Qu'est-ce qui se passe, monsieur Jean-Pierre? Une fuite d'eau ?»« Non, mon garçon. J'ai besoin d'un service pour demain. Très tôt, à 7h du matin. »« Demain lundi ?»« C'est difficile, monsieur Jean-Pierre. J'ai une livraison dans le 16e. »« Je paie le double, Didier, comptant en liquide. » J'ai entendu le silence de l'autre côté de la ligne. L'argent a un langage que tout le monde comprend, même le dimanche soir. Le double, il s'est raclé la gorge, sa voix devenant plus alerte. Et c'est pour transporter quoi? C'est pour faire un retrait, un déménagement complet. Un déménagement chez vous? Non, chez mes locataires. J'ai respiré profondément, sentant le poids du mot. Je veux que tu gares le camion devant la porte et que tu ne partes que quand il sera plein. Je viens avec toi. Tu me prends ici à 6h30. Marché conclu, monsieur Jean-Pierre. À 6h30, l'éclair blanc est devant votre porte. J'ai raccroché le téléphone. Mon cœur battait fort, mais ce n'était pas de peur, c'était de l'adrénaline. Je suis allé dans la cuisine préparer une tisane de tilleul, mais j'ai fini par faire un café fort. Je n'allais pas dormir de toute façon. J'ai passé la nuit debout, assis à la table de la cuisine, planifiant chaque étape. Je savais exactement ce qui allait se passer. Nathalie se réveillait tard. Antoine partait tôt pour le travail. Je devais arriver avant qu'il parte. Je devais qu'il voie. Je devais qu'il comprenne que je ne faisais pas cela par méchanceté, mais par nécessité.
Parfois, pour guérir une plaie infectée, il faut brûler la chair, et j'allais mettre le feu au château de cartes. J'imaginais la scène. Nathalie devait dormir le sommeil des injustes, ronflant, pensant qu'elle avait gagné. Elle avait dû raconter à ses amis sur WhatsApp « J'ai remis le beau-père à sa place ». Elle ne savait pas, la pauvre, que sa place à elle, c'était dehors. Elle avait sous-estimé mon âge. Elle avait cru que les cheveux blancs étaient un signe de faiblesse. Elle avait oublié que les cheveux blancs sont un signe de survie. J'avais survécu à des crises, à des pertes, à des maladies, à l'inflation. Elle ne tiendrait pas un jour de ma vie. Quand l'horloge a marqué 5 heures du matin, je suis allé me préparer. Je n'ai pas mis n'importe quel vêtement. J'ai choisi mon meilleur costume, un bleu marine que j'avais fait faire pour le mariage d'un neveu il y a des années. J'ai mis une cravate bordeaux. Je me suis bien rasé. J'ai coiffé mes cheveux en arrière. Je n'allais pas là-bas comme le pépé qui fait du bourguignon. J'allais là-bas comme le propriétaire, comme l'exécuteur de la justice. Je me suis regardé dans le miroir. Les rides étaient là, les marques du temps aussi, mais le regard était celui d'un lion prêt à défendre son territoire. « Allons-y, Jean-Pierre », ai-je dit à mon reflet. « Du courage, bonhomme. » À 6h30 précise, j'ai entendu le bruit du moteur diesel dans la rue. L'éclair blanc s'est arrêté devant mon portail, occupant presque toute la rue. Didier est descendu avec une tête de sommeil mais respectueux. « Bonjour, monsieur Jean-Pierre, vous êtes élégant. Vous allez à une fête? Je vais à une guerre, Didier, mais une guerre propre. Allons-y. » Je suis monté dans la cabine haute du camion avec son aide. Le siège était dur, sentait l'huile et le tabac, mais je me suis senti dans un carrosse. Pendant que le camion ronronnait dans les rues du quartier, les gens regardaient. Des voisins balayant le trottoir, des gens allant au métro. Je saluais de la tête, sérieux. Le trajet jusqu'à la maison d'Antoine semblait durer une éternité, et en même temps, une seconde. À chaque coin de rue, mon estomac se nouait. Est-ce qu'Antoine allait me détester? Est-ce qu'il allait me crier dessus? Peu importe, pensais-je. Mieux vaut qu'il me déteste dans un appartement simple que d'être humilié dans une maison qui n'est pas la sienne. Nous sommes arrivés dans la rue près du parc. La rue était tranquille, arborée, pleine de belles maisons. Le camion de Didier détonnait dans le paysage chic. C'était un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est celle-là, Didier, celle avec les volets bleus et le portail blanc. J'ai pointé du doigt. Il a manœuvré avec habileté. Le camion a fait ce bruit de frein à air qui réveillerait même un mort. Il s'est arrêté exactement devant le garage, bloquant la sortie de la petite voiture en leasing que Nathalie avait. Il était 6h45 du matin. Je suis descendu du camion. Mes jambes étaient fermes. Didier et ses 2 aides sont descendus juste derrière, des hommes forts, habitués à porter des armoires sur le dos. « C'est quoi les ordres, patron ?» demanda Didier en croisant les bras. « Les ordres, c'est d'attendre mon signal. Quand je dis « chargez », vous entrez et vous prenez tout. Canapé, télévision, lit, réfrigérateur, tout ce qui n'est pas des vêtements. Tout. » Il s'est étonné. Tout? Tout. La maison doit être vide avant midi. J'ai marché jusqu'au portail, j'ai sonné. Une fois, longuement. J'ai attendu, rien. J'ai sonné encore, plus insistant. J'ai entendu des pas précipités. La porte d'entrée s'est ouverte et Antoine est apparu, déjà habillé pour le travail, avec son sac à l'épaule et un croissant à la main. Il s'est figé sur le perron, regardant l'énorme camion garé devant la maison. Ses yeux sont allés du camion à moi, debout au portail comme une statue. Il a couru jusqu'à la grille. « Papa, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est mort. » Il était pâle. « Ouvre le portail, Antoine. » Ma voix sortit calme, mais avec une autorité qui lui fit obéir immédiatement. Il a déverrouillé le portail automatique. Je suis entré dans le jardin, la pelouse était mal entretenue, l'herbe haute. Nathalie ne tondait pas la pelouse. Paresseuse, pensais-je. « Papa, pour l'amour de Dieu, c'est quoi ce camion? Nathalie va être furieuse si elle se réveille avec ce bruit. » C'est bien qu'elle se réveille, mon fils. À ce moment-là, la fenêtre de la chambre du couple s'est ouverte avec violence. Nathalie est apparue, décoiffée, le visage froissé de sommeil et les yeux gonflés de la beuverie de dimanche. Elle a regardé en bas, a vu le camion,
a vu les hommes qui attendaient et m'a vu. « C'est quoi ce cirque ici ?» hurla-t-elle, la voix rauque, défaillant. « Qui a garé cette vieille ferraille devant ma porte ? Eh, le vieux, vous êtes devenu complètement fou. Je ne vous ai pas dit de dégager. » Je n'ai pas crié en retour. Je n'avais pas besoin. J'avais le document en main. J'ai levé la pochette bleue pour qu'elle voie. « Bonjour, Nathalie », ai-je dit sur un ton qui fit reculer Antoine d'un pas. « Je suis venu répondre à votre demande. Vous avez dit que c'est le propriétaire qui commande dans sa maison. Eh bien, le propriétaire est arrivé. Et le propriétaire a décidé qu'il ne veut plus de locataires qui ne paient pas et qui ne respectent rien. » De quoi vous parlez ? Elle a craché les mots, sortant de la fenêtre et disparaissant à l'intérieur de la chambre. Je savais qu'elle allait sortir dehors. Je me suis tourné vers Antoine. Il tremblait. « Papa, tu ne peux pas faire ça, on n'a nulle part où aller. » J'ai tenu ses mains. Elles étaient glacées. « Tu as où aller, Antoine? Ma maison a toujours été et sera toujours ta maison. Ta chambre de jeunesse est là-bas, propre et parfumée. Mais cette maison-ci, c'est fini. Nathalie a dit qu'elle était la femme, qu'elle commandait, alors qu'elle se débrouille pour payer un toit. Mais papa, c'est ma femme! Alors qu'elle honore le pantalon qu'elle porte. » La porte du salon s'est ouverte en grand. Nathalie est sortie en pyjama et robe de chambre, marchant vers moi comme un taureau furieux. Elle allait me foncer dessus. Je l'ai vu dans ses yeux. La violence qu'elle retenait était sur le point d'exploser. Mais avant qu'elle puisse s'approcher, Didier et un de ses aides, sentant la situation, sont entrés par le portail et se sont postés à mes côtés. Didier faisait presque 2 mètres de haut et avait des bras de la grosseur de ma cuisse. Nathalie a freiné. Son courage a diminué de quelques centimètres face à la taille de Didier. « Vous ne pouvez pas faire ça, c'est une violation de domicile. Je vais appeler la police !» cria-t-elle, mais maintenant avec une voix fine de peur. J'ai fait un pas en avant, me retrouvant face à face avec elle. L'odeur d'alcool éventé émanait encore d'elle. « Appelez Nathalie. Appelez la police. J'ai le contrat de bail à mon nom. J'ai les reçus de tous les paiements des 2 dernières années. J'ai la preuve que l'électricité et le gaz sont aussi à mon nom, et que d'ailleurs j'ai payé la semaine dernière parce que vous alliez faire couper. Appelez la police et expliquez au commissaire pourquoi vous vivez au crochet d'un senior que vous avez chassé hier en hurlant. » Elle a ouvert la bouche et l'a fermée, ressemblant à un poisson hors de l'eau. Elle a regardé Antoine, cherchant du soutien, mais il pleurait en silence, regardant le sol. « Antoine, dis quelque chose, ta mère est devenue folle, elle veut détruire notre vie. » Antoine n'a rien dit, mais il ne l'a pas défendu non plus, c'était un progrès. « Personne ne va détruire quoi que ce soit, Nathalie, » continuai-je, implacable. « Je reprends simplement ce qui est à moi. Le contrat a été résilié ce matin. Monsieur Lefebvre de l'agence immobilière est déjà au courant, et le camion est là pour emporter les meubles. Parce que voyez-vous, les meubles aussi, c'est moi qui les ai achetés. Le réfrigérateur, la cuisinière, le lit, j'ai la facture de tout. » Son visage est devenu violet. « Vous allez emporter le lit? Vous allez me laisser dormir par terre? Vous êtes jeune, Nathalie, vous avez la santé. Le sol renforce le dos. » répondis-je avec une froideur que je ne savais même pas avoir. « Vous avez 2 options maintenant. Soit vous aidez à charger les affaires avec dignité, soit vous vous écartez et vous laissez les hommes travailler. » Elle resta figée, immobile, encaissant le choc. L'arrogance s'était évaporée. La femme dominante était devenue une gamine effrayée. Elle a réalisé à cette seconde qu'elle n'avait jamais eu aucun pouvoir. Son pouvoir était emprunté. C'était un don de ma part que je venais de reprendre. J'ai fait un signe à Didier. « Vous pouvez entrer, les gars. Commencez par le salon. Faites attention à la télé. Il reste encore 2 mensualités à payer. » Pendant que les hommes passaient devant elle en entrant dans la maison comme une armée d'invasion, Nathalie s'est adossée au mur, vaincue. Je me suis tourné vers mon fils. « Antoine, va faire tes valises de vêtements, prends tes affaires personnelles. La voiture de Nathalie ne peut pas contenir le déménagement, mais elle peut contenir ses vêtements à elle. Le reste va dans un garde-meuble ou chez moi. Tu décideras après. Mais aujourd'hui, maintenant, cette maison se vide. »« Papa !» sanglota-t-il. « Où est-ce qu'on va dormir ce soir ? Je ne sais pas où on va dormir. Je sais que toi tu as un lit chez moi. Elle, eh bien, elle a dit que c'était elle qui commandait.
Elle doit avoir un plan, non? Une femme si pleine d'autorité ne dépend certainement pas du beau-père vieux et inutile. J'ai marché jusqu'à la terrasse, j'ai tiré une chaise de jardin qui traînait là, et je me suis assis. J'ai croisé les jambes. Le soleil du matin illuminait le jardin. Le spectacle allait commencer. J'allais regarder depuis les premières loges le démontage du château de sable que j'avais moi-même financé. C'était douloureux, oui, mais c'était nécessaire. Et vous, chers abonnés de Les Conseils de Papy, avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un a abusé de votre générosité? Racontez-moi en commentaire. Le premier meuble à sortir fut le fauteuil du papa, celui où Nathalie s'asseyait pour regarder ses séries et crier pour qu'on lui apporte son café. Voir ce fauteuil être porté dans le camion m'a donné une sensation étrange. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Nathalie était encore adossée au mur, regardant dans le vide. Soudain, elle s'est redressée et est venue vers moi. Son regard avait changé. Ce n'était plus de la peur ni de la colère, c'était du désespoir et, au fond, une tentative de manipulation. Elle allait jouer sournois, elle allait faire appel aux sentiments. Elle ne savait pas, la pauvre, que mon stock de pitié s'était épuisé au déjeuner de dimanche. « Monsieur Jean-Pierre », commença-t-elle en changeant de ton de voix pour ce ton doux et faux qu'elle utilisait quand elle voulait de l'argent. « Parlons, ce n'est pas obligé d'en arriver là. J'étais nerveuse hier, j'avais bu. Vous savez comment c'est, la tête chaude. » Elle s'est accroupie près de ma chaise, essayant de prendre ma main. J'ai retiré ma main comme si elle était du feu. La tête chaude, ça refroidit Nathalie. Mais les paroles dites ne reviennent pas en arrière, et un contrat annulé non plus. Mais enfin, vous allez nous laisser à la rue? Votre propre fils? Mon fils a une maison. C'est vous qui êtes sans toit. Et écoutez, Nathalie. Je me suis penché en avant, parlant bas pour qu'elle se l'entende. Profitez que le camion est là. Si vous demandez gentiment, peut-être que Didier vous déposera chez votre mère, si tant est qu'elle accepte une trentenaire qui crie sur les gens. Elle s'est relevée brusquement, le visage à nouveau tordu de haine. Le masque est tombé vite. « Vous allez me le payer, espèce de vieux débris !»« Je vais payer, oui, » répondis-je tranquille. « Je vais payer le transport de Didier et ça revient moins cher que ce que j'ai déjà dépensé pour vous. » À ce moment-là, j'ai vu Antoine sortir par la porte avec une valise à roulettes. Il s'est arrêté, regardant son épouse en train de crier, et son père, assis paisiblement sur la terrasse. Il devait choisir, et je priais de toutes mes forces pour qu'il fasse le bon choix. Le bruit d'un vase qui se brise à l'intérieur fit tout le monde regarder. Un des aides avait cogné une plante. « Oups, pardon, patron !» cria le gars. « Pas de problème !» criai-je en retour. Un vase cassé, on le jette et on en achète un nouveau. Ce qui ne sert plus, on s'en débarrasse. J'ai fixé Nathalie. Le message était clair. Elle était le vase cassé, et le nettoyage ne faisait que commencer. La rue près du parc, d'habitude un tapis de silence les matins de lundi, s'est transformée en théâtre. Et moi, malheureusement, j'étais le metteur en scène de la pièce. Le camion de Didier, cet éclair blanc immense, occupait le trottoir comme un avertissement lumineux que quelque chose n'allait vraiment pas dans la vie du couple parfait du numéro 45. Je suis resté assis sur la terrasse dans ma chaise de jardin avec la posture de quelqu'un qui attend que le gâteau cuise, mais à l'intérieur, mon estomac faisait des tours. Ce n'est pas facile, vous savez, ce n'est pas facile de voir la maison qu'on a montée avec tant d'amour être démontée pièce par pièce. Chaque meuble qui passait par la porte porté par les aides de Didier était un souvenir qui s'en allait. J'ai vu la table à manger passer. Je me suis souvenu du Noël d'il y a 2 ans quand j'avais acheté cette table en chêne, pensant que là, ma famille allait se réunir et rire. Il n'y a eu que des disputes. J'ai vu le canapé convertible passer, ce beige clair qu'Antoine avait choisi. Je me suis souvenu combien de fois j'étais arrivé ici, et j'avais vu Nathalie affaler dessus, avec les pieds sales sur le tissu, pendant que mon fils faisait la vaisselle. « Attention aux chambranles !» criai-je au gars. Ce canapé m'a coûté 12 mensualités de sueur. Nathalie était sur le trottoir maintenant. Elle n'a pas supporté de rester à l'intérieur en voyant son empire s'écrouler.
Elle marchait de long en large, fumant cigarette sur cigarette, le téléphone à l'oreille, gesticulant nerveusement. Je savais ce qu'elle faisait. Elle essayait de trouver un endroit où loger, ou peut-être inventait-elle un mensonge pour ses amis. C'est là que le public a commencé à arriver. D'abord, c'est Madame Leblanc, la voisine d'en face. Celle-là a une antenne parabolique à la place des oreilles. Elle est sortie balayer son trottoir, qui était déjà propre, juste pour fouiner. « Bonjour, monsieur Durand !» a-t-elle crié de l'autre côté de la rue en tendant le cou. « Un déménagement si tôt ? Le couple s'installe dans une maison plus grande ?» J'ai vu Nathalie se figer. Elle a regardé Madame Leblanc, puis moi. Elle avait passé 2 ans à frimer dans ce quartier. Elle disait qu'elle était chef d'entreprise, que la maison était à elle, qu'elle allait faire construire une véranda. La vérité était sur le point d'apparaître, nue et crue au milieu de la rue. Elle a essayé de sourire, ce sourire tordu de vendeuse de voitures d'occasion. « Oui, on regarde quelques affaires, Madame Leblanc, un gros projet. » Elle mentait, la voix défaillante. Je n'ai rien dit. Je me suis juste levé de ma chaise, j'ai marché jusqu'au portail et j'ai regardé la voisine. « Ce n'est pas une maison plus grande, non, Madame Leblanc, dis-je, fort, et clair pour que quiconque veuille entendre. C'est une restitution de biens. Le contrat est terminé, et qui ne paie pas ne reste pas. » Le sourire de Nathalie est mort. Madame Leblanc a écarquillé les yeux et a lâché un « Mon Dieu !» qui a dû être entendu dans le pâté de maison d'à côté. Nathalie est venue vers moi, le visage rouge de honte. « Vous voulez m'humilier ? Vous voulez que tout le monde sache ?» siffla-t-elle entre ses dents, s'arrêtant à 1 mètre de moi, parce que Didier était juste derrière, les bras croisés, surveillant. « Je ne vous humilie pas, Nathalie, » répondis-je en ajustant ma cravate. « La vérité n'humilie personne, elle ne fait que clarifier. Vous avez menti à tous ces gens. Vous avez dit que vous étiez propriétaire. Maintenant, assumez votre mensonge ou dites la vérité. Le choix est le vôtre. » Elle a soufflé et est retournée sur le trottoir, donnant un coup de pied dans un caillou. Elle était coincée. Et un homme orgueilleux coincé fait des bêtises. Une femme orgueilleuse aussi. À l'intérieur de la maison, Antoine semblait un fantôme. Je suis entré pour voir comment il allait. Il était dans la chambre, assis au bord du lit, la seule chose qu'il n'avait pas encore emportée. Il avait 2 valises ouvertes par terre, pleines de vêtements en boule. Il pleurait doucement, ce pleur d'enfant fatigué. « Antoine », appelai-je doucement. Il a levé le visage, les yeux gonflés. « Papa, où on va aller ? Nathalie a dit que sa mère ne peut pas nous recevoir parce qu'elle fait des travaux. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent pour l'hôtel. » J'ai soupiré. La mère de Nathalie était une autre qui ne valait pas le pain qu'elle mangeait. Elle avait pourri gâter sa fille toute sa vie, et maintenant que le problème avait grandi, elle fermait la porte. « Je te l'ai déjà dit, mon fils. Tu vas chez moi, ta chambre t'attend. »« Et Nathalie ?» demanda-t-il avec ce fil d'espoir qui me tapait sur les nerfs. « Nathalie est une femme de 30 ans, Antoine. Elle a la santé, 2 bras et 2 jambes. Elle se débrouillera. Moi, je ne peux pas la supporter, surtout quand elle m'a manqué de respect de cette façon. Je ne peux pas la laisser dans la rue, papa. C'est ma femme, dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté. La pauvreté est une chose, mon fils. La fainéantise et le manque de respect en sont une autre. Le curé n'a rien dit sur « dans l'humiliation et dans les cris ». Dieu ne veut pas voir son fils être un paillasson. À ce moment-là, Nathalie est entrée dans la chambre comme un ouragan. Elle a vu les valises prêtes et ses yeux ont brillé. « C'est ça, chérie. Allons nous sortir de ce trou. Ce vieux va le regretter. Prends aussi la télé 55 pouces du salon. Le camion ne l'a pas encore emportée. On va la mettre dans ma voiture. » Elle s'est dirigée vers le salon pour prendre la télévision. C'était son joujou. Elle passait sa vie devant à regarder des émissions de télé-réalité pendant qu'Antoine travaillait. Je l'ai suivie. Mes pas étaient rapides. Quand elle a posé la main sur la télévision, j'ai posé ma main sur la sienne. « Retirez votre main », dis-je bas. « Cette télé est à moi », cria-t-elle. C'était un cadeau. « Un cadeau de qui ?» demandai-je en plantant mes yeux dans les siens. « J'ai la facture de la carte de crédit, Nathalie, payée en 10 fois. La dernière mensualité, je l'ai payée le mois dernier. Vous avez donné des euros pour aider ? Non.
Vous n'avez même pas dit merci. Mais elle est dans ma maison, c'est l'usucapion. Elle essayait d'utiliser des termes difficiles qu'elle ne savait même pas ce qu'ils signifiaient. L'usucapion de télévision? Ne me faites pas rire dans un moment pareil. Je me suis tourné vers l'aide de Didier qui passait. Mon garçon, cette télé va dans le camion avec précaution. C'est une 4K. Nathalie a essayé de retenir la télé. C'était une scène pathétique, une femme faite disputant une télévision avec son beau-père et 2 déménageurs. « Lâche ça, Nathalie !» Antoine est apparu à la porte du salon en criant. C'était la première fois que j'entendais sa voix ferme ce jour-là. Elle a regardé son mari, surprise. « Tu vas la défendre, elle? Tu vas la laisser voler nos affaires ?»« Ce ne sont pas nos affaires, Nathalie, » dit-il, la voix tremblante mais sortant. « Ça ne l'a jamais été. On n'a jamais rien acheté. Tout ici sans l'argent de mon père. Lâche la télévision. » Elle a lâché. La télé a été emportée. Le support au mur est resté vide, avec les fils pendants comme des veines coupées. La maison se vidait. L'écho de nos voix commençait déjà à rebondir sur les murs. L'horloge marquait 11 heures. Le soleil était au zénith, punissant ceux qui étaient dehors. La maison était pratiquement vide. Il ne restait que de la saleté, des moutons de poussière dans les coins, des marques de cadre sur les murs, un reste de poubelle dans le coin de la cuisine. Didier est venu me voir, essuyant la sueur de son front avec un chiffon. « Monsieur Jean-Pierre, le camion est plein. On ne peut plus y faire rentrer une aiguille. On emmène tout ça chez vous ou dans un garde-meuble ? » « Emmène chez moi, Didier. On va entasser dans le garage et le salon pour l'instant. Après, je verrai ce que j'en fais. »« Et le couple ?» a-t-il pointé de la tête vers Nathalie et Antoine. Nathalie était adossée au capot de sa voiture, les bras croisés, regardant le camion avec haine. Antoine était assis sur sa valise, sur le trottoir, tenant un sac avec ses affaires de toilette. Le couple, le couple va devoir décider de son destin maintenant. Je suis sorti de la maison, j'ai verrouillé la porte d'entrée. Ce bruit de clé tournant dans la serrure fut le plus beau son que j'ai entendu depuis des années. C'était le son de la liberté. J'ai mis la clé dans ma poche. J'ai marché jusqu'au trottoir. Le soleil était fort. Madame Leblanc était encore à la fenêtre, maintenant avec une tasse de café à la main, regardant la fin du spectacle. D'autres voisins aussi étaient apparus. L'un lavait sa voiture très lentement, l'autre promenait son chien au ralenti. Tous voulaient voir le dénouement. Je me suis arrêté devant Antoine et Nathalie. « Bon », ai-je commencé en ajustant la bandoulière de mon sac. « La maison est rendue, le camion va partir. Antoine, Didier peut mettre tes valises dans le camion si tu veux venir chez moi. Il y a un pot-au-feu près là-bas. J'ai fait celui que tu aimes. » Antoine a levé les yeux. J'ai vu la faim et la nostalgie dans son regard, mais j'ai vu aussi la peur d'abandonner sa femme. Nathalie s'est avancée, attrapant son bras avec force. « Il ne va nulle part avec vous, c'est mon mari. On va à l'hôtel. »« Avec quel argent, Nathalie ?» ai-je demandé. « Avec l'argent que vous me devez des 3 derniers mois de loyer, que vous avez dit avoir payé et que vous avez empoché. » Antoine l'a regardé, choqué. « Tu as dit que tu avais payé les charges le mois dernier, Nathalie. »« J'ai payé. Il ment. » J'ai le justificatif du débit en attente ici sur mon téléphone. Tu veux voir ? Ai-je menacé de prendre le téléphone. L'étau se resserrait. Nathalie a réalisé que le mensonge n'avait plus de jambes du tout. Elle a lâché le bras d'Antoine. Tu sais quoi ? Aller en enfer tous les deux. Garder cette maison, ces vieux meubles, cette cuisine de pauvre. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis une femme. Je vais me débrouiller. Elle est montée dans sa voiture, a claqué la porte si fort que j'ai cru que la vitre allait exploser. Elle a tourné la clé, le moteur a toussé, la voiture n'a pas démarré. Le quartier entier a entendu le couinement du moteur défaillant. Je n'ai pas ri, je jure que je n'ai pas ri, mais Dieu a un merveilleux sens de l'humour. La batterie, Nathalie, ai-je dit calmement. Vous avez laissé les phares allumés hier soir, quand vous êtes rentrée pompette. Elle a frappé le volant en hurlant des jurons qui ont fait Madame Leblanc se boucher les oreilles. Elle est sortie de la voiture, a donné un coup de pied dans le pneu. Antoine s'est levé de sa valise. Il a regardé cette femme hors de contrôle,
infantile qui n'arrivait même pas à s'occuper de la batterie d'une voiture, encore moins d'une famille. Et puis, il m'a regardé. Un monsieur de 68 ans qui avait organisé un déménagement entier en 12 heures, qui avait tenu tête à une femme violente sans élever la voix, et qui avait encore du pot-au-feu qui l'attendait. « Nathalie, dit-il. Elle a arrêté de donner des coups de pied dans le pneu et l'a regardé, attendant qu'il lui offre de l'aide, ou de l'argent, ou du réconfort. « La voiture est à ton nom, mais les mensualités sont sur mon compte, dit-il. Débrouille-toi. » Antoine a pris sa valise, a traîné les roulettes sur le ciment du trottoir. Le bruit était rude, mais décidé. Il a marché jusqu'à moi. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il était encore trop blessé, trop confus. Mais il s'est arrêté à mes côtés. « Papa, demande à Didier de mettre ma valise dans le camion. » J'ai senti une envie immense de pleurer, mais je me suis retenu. Ce n'était pas le moment de pleurer, c'était le moment d'accueillir. « Didier !» ai-je appelé. « Un bagage de plus, ici. » Pendant que Didier jetait la valise d'Antoine dans la cabine, Nathalie est restée là, debout, au milieu de la rue, seule, à côté d'une voiture qui ne marchait pas, devant une maison qui n'était pas à elle, sans le mari qu'elle exploitait. Les voisins ont commencé à rentrer chez eux. Le spectacle était terminé. Et la fin n'a pas été heureuse pour la méchante. Je suis monté dans le camion. Antoine est monté juste après, s'asseyant au milieu entre moi et Didier. Le chauffeur a enclenché la première et l'éclair blanc a commencé à bouger. J'ai regardé dans le rétroviseur. Nathalie était assise sur le bord du trottoir, la tête entre les mains, une image de défaite complète. « Papa » murmura Antoine pendant que le camion tournait au coin. « Tu crois qu'elle va s'en sortir ?» J'ai respiré profondément. Sa bonté était son défaut et sa qualité. Elle s'en sortira comme elle devra s'en sortir, Antoine. La vie est un professeur rigoureux. Elle a séché les cours pendant trop longtemps. Maintenant, c'est l'heure de l'examen. Il a appuyé sa tête sur mon épaule. J'ai senti ses larmes mouiller mon costume en lin. « Merci, papa, et pardon pour tout. » J'ai passé mon bras autour de lui. Cette odeur de fils, il n'y a rien de pareil au monde. Ne demande pas pardon, mon fils. Promets-moi juste une chose. Quoi? Que plus jamais, en aucun temps, tu ne laisseras quelqu'un te crier dessus dans ta propre maison. Promis. Si cette histoire vous touche, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy. Nous sommes arrivés chez moi. Décharger a été plus rapide que charger. On aurait dit que les meubles étaient contents de revenir dans un endroit où il y avait de l'amour. On a rempli le garage. Le salon ressemblait à un entrepôt de magasin, mais peu importait. J'ai payé Didier, je lui ai donné l'argent convenu, plus un généreux pourboire pour le service de sécurité supplémentaire. Si vous avez besoin, vous n'avez qu'à appeler, monsieur Jean-Pierre. Vous êtes en acier, dit-il en souriant. Pas en acier, Didier, en foi et en patience épuisée. Quand j'ai fermé le portail de ma maison et que j'ai vu mon fils assis sur le canapé de mon salon, avec une assiette de nourriture sur les genoux, j'ai senti que la première bataille avait été gagnée. Mais la guerre n'était pas terminée. Nathalie n'allait pas accepter la défaite si facilement. Une femme blessée dans son orgueil est une créature traîtresse. Je savais qu'elle reviendrait. Je savais qu'elle essaierait tout pour récupérer la poule aux œufs d'or. Mais elle allait trouver porte close. Et la clé était bien gardée dans la poche de ma veste, près du cœur, là où personne ne touche. Je suis allé dans ma chambre enlever mon costume de guerre. Je me suis regardé dans le miroir. J'étais fatigué. Les cernes étaient profondes, mais il y avait un éclat dans mes yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps. Le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. « Allô, monsieur Jean-Pierre Durand? Ici le commissariat de police du quartier. » Mon cœur s'est arrêté une seconde. « Oui? Nous avons ici une dame, madame Nathalie. Elle porte plainte contre vous pour vol qualifié et séquestration. Pourriez-vous vous présenter ici pour des éclaircissements ?» J'ai souri. Un sourire froid. Elle voulait jouer avec la loi. Parfait. J'avais une pochette bleue pleine de papiers que la loi adorait.
Bien sûr, monsieur l'agent, j'arrive tout de suite, et je vais apporter les preuves du vol. Préparez le café, la conversation va être longue. J'ai raccroché le téléphone. J'ai regardé Antoine qui somnolait sur le canapé, je n'allais pas le réveiller. Ce combat maintenant était le mien. J'ai remis ma veste, pris mon sac et ma pochette bleue. « Allons-y, Nathalie », murmurai-je dans le vide. « Tu veux jouer aux gendarmes et aux voleurs, sauf que tu as oublié que c'est moi qui coude les uniformes. » Je suis sorti de chez moi, prêt pour le deuxième round. Parce que le grand-père ne fuit pas les batailles, il les règle. Le commissariat sentait le café froid et le désinfectant bon marché. C'était une odeur qui collait au nez et qui donnait des frissons dans le dos de n'importe qui, mais pas dans le mien. Je suis entré là-dedans en tenant mon sac en cuir comme un bouclier et ma pochette bleue sous le bras comme une épée. Nathalie croyait qu'elle allait me faire peur avec des badges et des menottes. Elle ne savait pas, la pauvre, que la peur on la ressent face à la maladie et face à un enfant qui a faim. Face à une femme menteuse, on ressent de la pitié. L'ambiance était lourde, des téléphones qui sonnaient, des gens qui parlaient fort, un va-et-vient de policiers fatigués. J'ai aperçu Nathalie assise sur un banc en bois près du comptoir d'accueil. Elle était recroquevillée, balançant la jambe sans arrêt, se rongeant l'ongle du pouce. Quand elle m'a vu entrer, elle s'est redressée et a essayé de prendre un air méchant, mais j'ai vu la sueur couler sur son front, même avec la climatisation glaciale. À côté d'elle, un jeune policier tapait sur l'ordinateur. « C'est lui !» Nathalie a pointé son doigt vers moi en criant, faisant tout le monde dans la réception regarder. « C'est ce monsieur qui a envahi ma maison et qui a tout volé. Arrêtez-le !» J'ai marché jusqu'au comptoir à pas lents. Je n'allais pas courir. Celui qui court est celui qui doit quelque chose. « Bonjour », ai-je salué le jeune policier en ignorant les cris de ma belle-fille. « Je suis Jean-Pierre Durand. On m'a appelé en disant que je devais fournir des éclaircissements. » Le policier a arrêté de taper et m'a regardé de haut en bas. Il a dû voir beaucoup de criminels dans sa vie, mais je doute qu'aucun n'ait ressemblé à un grand-père qui vient de faire un gâteau aux pommes. « Vous êtes le beau-père du citoyen ici présent ?» a-t-il demandé d'un ton las. « Je suis le beau-père, malheureusement, et je suis le propriétaire du bien qu'elle occupait jusqu'à ce matin. » « Occupait rien du tout. » Nathalie a interrompu, rouge comme un poivron. « J'habitais là, c'est mon domicile conjugal. Il est entré avec un camion et a tout emporté. C'est un vol qualifié, violation de domicile et séquestration parce qu'il a emmené mon mari et ne le laisse pas revenir. » Le policier a soupiré profondément, s'est gratté la tête et a décroché le téléphone. « Commissaire Moreau, l'affaire du conflit familial est arrivée. Oui, les deux sont là. D'accord, je les fais entrer. » Il a raccroché et a pointé une porte en verre dépoli. « Entrez tous les deux, le commissaire Moreau va vous entendre, et pas d'esclandre ici dehors, s'il vous plaît. » Nous sommes entrés dans le bureau du commissaire. C'était un bureau petit, plein de piles de papier. Le commissaire Moreau était un homme chauve, avec des lunettes, avec une tête de quelqu'un qui ne dormait pas bien depuis une semaine. Il a indiqué les chaises. « Asseyez-vous. » Il a regardé Nathalie puis moi. « Très bien. La dame ici présente, Madame Nathalie, a déposé une plainte grave contre vous, Monsieur Jean-Pierre. Elle allègue que vous avez soustrait des biens mobiliers de valeur et contraint son époux à abandonner le domicile. C'est vrai ?» Nathalie s'est avancée, bousculant les mots. « C'est vrai, oui, commissaire. J'ai des témoins. Tout le quartier a vu. Il est arrivé avec un énorme camion. On aurait dit un braquage. Il a pris ma télé 55 pouces, mon canapé, mon réfrigérateur américain. Il m'a laissé par terre, et en plus, il a fait un lavage de cerveau à Antoine, mon mari, qui a disparu. J'exige qu'il soit arrêté et qu'il me rende mes affaires maintenant. » Le commissaire m'a regardé avec une patience zéro. « Calmez-vous, madame. Laissez monsieur parler. » Il s'est tourné vers moi. « Monsieur Jean-Pierre, vous confirmez que vous avez retiré les meubles ?» J'ai ajusté la jupe de ma veste. J'ai posé la pochette bleue sur le bureau du commissaire bien lentement. « Commissaire, je confirme que j'ai fait un déménagement, mais pour qu'il y ait vol, j'aurais dû emporter ce qui n'est pas à moi. Et pour qu'il y ait violation de domicile, j'aurais dû entrer chez quelqu'un d'autre. » J'ai ouvert la pochette.
Le bruit de l'élastique qui claque a résonné fort dans la salle silencieuse. J'ai sorti le premier document. Ceci, commissaire, est le contrat de location du bien près du parc, numéro 45. Vous pouvez voir qui est le locataire? Le commissaire a pris le papier, a ajusté ses lunettes et a lu. Locataire, Jean-Pierre Durand. Exactement. Le contrat est à mon nom. Je paie le loyer depuis 2 ans. La dame là? J'ai pointé Nathalie sans même la regarder. Elle n'était qu'une occupante. Une occupante qui, selon l'article 7 du contrat que vous avez entre les mains, perd le droit de rester pour mauvais comportement et non-paiement des charges accessoires. Nathalie a commencé à bégayer. Mais je suis l'épouse. Le mariage est une communauté de biens. Ce qui est à lui est à moi. Le mariage est un partenariat, Nathalie. Pas du parasitisme, répondis-je calmement. Et la communauté de biens ne s'applique pas à un contrat de bail payé par le beau-père. Je me suis retourné vers le commissaire. Maintenant, concernant le vol des meubles, j'ai sorti une liasse de papier agrafé de la pochette. C'étaient les factures, jaunes, blanches, certaines déjà un peu effacées, mais toutes lisibles. Voici la facture de la télévision 55 pouces, achetée chez Darty à mon nom, payée en plusieurs fois sur ma carte de crédit. Voici la facture du réfrigérateur américain, à mon nom. Voici la facture du canapé convertible, à mon nom. Même le micro-ondes, commissaire, est à mon nom. J'ai poussé la pile de factures vers le commissaire. Il les a feuilletées, une par une, hochant la tête affirmativement. À chaque page tournée, Nathalie se recroquevillait un peu plus sur sa chaise. Elle ressemblait à un ballon qui se dégonflait. « Madame Nathalie, » dit le commissaire, la voix s'épaississant, « vous avez dit dans la plainte que les biens étaient votre propriété. Avez-vous une facture, un reçu, une preuve que vous avez payé ces articles ?»« Moi, c'est qu'on partageait les dépenses, vous savez ?» essaya-t-elle de mentir, mais sa voix est sortie fine. Je donnais l'argent pour qu'il paie, c'était un accord informel. Mensonge, ai-je coupé sec. Commissaire, si vous demandez une consultation de ses relevés bancaires, vous verrez que la seule chose qu'elle payait, c'était des vêtements et des restaurants. D'elle, je n'ai jamais vu un centime, même pas pour un anniversaire. Le commissaire a lâché les papiers sur la table et a croisé les doigts, regardant fixement Nathalie. L'atmosphère dans la salle a changé, l'air est devenu lourd de son côté à elle. « Et concernant la séquestration ?» demanda le commissaire. « Où est son époux, votre fils ?»« Il est chez moi, commissaire, en train de dormir dans la chambre où il a grandi. Il est venu avec moi parce qu'il l'a voulu. Il est parti sur ses 2 jambes. Il a pris sa valise. Personne n'a attaché personne. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler maintenant. Son portable est allumé. » J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro d'Antoine. J'ai mis sur haut-parleur. Ça a sonné 2 fois. « Allô, papa ?» La voix d'Antoine était ensommeillée. « Il s'est passé quelque chose ? Où es-tu ?»« Je suis au commissariat, mon fils. Nathalie a dit que je t'avais kidnappé. Dis au commissaire si tu es prisonnier. » « Quoi ?» La voix d'Antoine a changé. Elle est devenue indignée. « Commissaire, je suis chez mon père parce que je l'ai voulu. Je suis parti de chez moi parce que ma femme est... parce que ça n'allait plus. Personne ne m'a kidnappé. » Le commissaire m'a fait signe de raccrocher. J'ai mis fin à l'appel. Le silence dans la salle était assourdissant. Nathalie regardait par terre, incapable de regarder qui que ce soit. La stratégie de se faire passer pour une victime lui avait explosé à la figure. Le commissaire Moreau s'est levé. Il était grand. « Madame Nathalie, savez-vous ce qu'est une dénonciation calomnieuse ?» Nathalie a levé la tête, effrayée. « C'est un délit. Article 226-10 du Code pénal. Dénoncer sciemment un fait que l'on sait inexact à une autorité judiciaire ou administrative. La peine peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. » Les yeux de Nathalie ont failli sortir de leurs orbites. « Prison ? Mais je voulais juste récupérer mes affaires. J'étais énervé. »« Vous avez menti à la police, » a continué le commissaire, implacable. « Vous avez fait tourner la machine publique sur la base d'un mensonge. Vous avez accusé un monsieur âgé de vol, alors qu'il a des preuves documentaires que tout lui appartient.
Vous avez essayé d'utiliser la police comme outil de vengeance personnelle. J'ai vu le moment exact où la vraie peur a frappé Nathalie. Ce n'était pas la peur du beau-père, c'était la peur des barreaux. Elle a commencé à trembler pour de vrai. « Commissaire, pour l'amour de Dieu, ne m'arrêtez pas, je retire la plainte, c'était un malentendu. » Elle m'a regardé en implorant. « Monsieur Jean-Pierre, dites-lui que je ne suis pas une criminelle. » Elle m'a regardé, implorant. Cet homme qui avait crié « Taisez-vous, vieux !» dans ma figure hier, maintenant demandait de l'aide à ce même vieux. Le monde tourne, et comme il tourne. J'ai regardé le commissaire, je pouvais demander qu'il l'arrête sur le champ. J'avais le couteau et le fromage en main, mais j'ai pensé à Antoine. Voir sa femme arrêtée, sortir menottée, ce serait un traumatisme que je ne voulais pas pour lui maintenant. Et sincèrement, je ne voulais plus perdre une minute de ma vie avec cette femme, même si c'était pour la voir en prison. Je la voulais loin. « Commissaire Moreau », ai-je dit d'une voix calme de celui qui décide du destin. « Je ne tiens pas à voir cette dame en prison pour le moment. Je veux juste la paix. Je veux qu'elle disparaisse de ma vie et de la vie de mon fils. Si elle retire les accusations maintenant et signe un engagement à ne pas s'approcher de ma maison ni de mon fils sans permission, je ne poursuis pas la plainte pour dénonciation calomnieuse. » Le commissaire m'a regardé avec respect. « Vous êtes très généreux, monsieur Jean-Pierre, plus qu'elle ne le mérite. » Il s'est tourné vers Nathalie. « Vous avez entendu, madame ? Votre beau-père vous donne une chance, la seule chance. Vous allez signer un procès-verbal maintenant en retirant tout ce que vous avez dit et vous allez sortir d'ici tout doucement. Et si je revois votre nom ici, dans mon commissariat, importunant ce monsieur, je déterre ce dossier et je vous envoie au trou. Compris ? Compris ? Compris, commissaire. Merci. Merci, monsieur Jean-Pierre. » Elle a failli pleurer de soulagement. Nous sommes sortis de la salle 10 minutes plus tard. Nathalie a signé les papiers avec la main tellement tremblante qu'on pouvait à peine lire son nom. Quand nous sommes arrivés sur le trottoir du commissariat, le soleil s'était déjà couché. La rue était sombre, éclairée seulement par les réverbères jaunes. Nathalie s'est arrêtée à côté de moi, ne sachant pas quoi faire. Elle était sans voiture, sans maison, sans meubles, sans mari et presque sans liberté. « Monsieur Jean-Pierre » a-t-elle commencé, la voix basse, humble, « où je vais maintenant ?» Je l'ai regardée une dernière fois, non pas avec haine, mais avec la froideur de quelqu'un qui regarde une étrangère. « Vous avez 30 ans, Nathalie. Vous avez la santé. Le monde est grand. Apprenez à être une adulte et une place apparaîtra. Mais sous mon aile, plus jamais. » J'ai tourné le dos et j'ai marché jusqu'à la station de taxi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je l'ai laissée là sur le trottoir, récoltant ce qu'elle avait semé. La sensation de pouvoir ne venait pas de la voir humiliée. Elle venait de savoir que j'avais protégé ce qui était à moi. J'avais protégé ma dignité. J'ai pris le taxi pour rentrer chez moi. Le chauffeur était un monsieur sympathique qui écoutait France Inter. La musique douce m'a calmé. En arrivant à la maison, j'ai vu la lumière du salon allumée. Antoine était réveillé. Je suis entré. Le salon était plein de meubles empilés. On aurait dit un labyrinthe. Antoine était assis sur le canapé récupéré avec une tasse de thé à la main. Il m'a regardé avec anxiété. « Alors papa, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été arrêtée ?» Je me suis assis à côté de lui. J'ai enlevé mes chaussures, qui serraient mes pieds enflés. « Non, mon fils, elle n'a pas été arrêtée, mais elle a eu une frayeur qui va la faire réfléchir à 2 fois avant de mentir à nouveau. Elle a retiré les plaintes. C'est fini. » Antoine a relâché l'air qu'il retenait. « Papa, je ne sais pas comment te remercier. J'étais tellement aveugle. Je croyais que je ne pouvais pas vivre sans elle. On croit beaucoup de choses fausses quand on a peur, mon fils. Papa, il y a quelque chose que je dois te dire, dit-il en baissant les yeux vers sa tasse de thé. Quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui en fouillant dans mes affaires, pendant que tu étais parti. J'ai senti une pointe d'alerte. Qu'est-ce que c'est ? J'ai trouvé une lettre de la banque. Elle était cachée au milieu des vêtements de Nathalie qui sont venus par erreur dans ma valise. Il a sorti un papier froissé de sa poche. Elle a fait un crédit à mon nom, papa. Elle a falsifié ma signature électronique. 20 000 €. J'ai pris le papier.
Mes lunettes de lecture étaient encore accrochées au col de ma chemise. J'ai lu le montant. 20 000 euros, date d'il y a 3 mois. De l'argent qui avait disparu, évaporé dans ses mains. La colère, celle que je croyais terminée au commissariat, est revenue, mais maintenant, c'était une colère différente. C'était une colère stratégique. Elle a fait une dette à ton nom, murmurai-je. C'est un délit d'escroquerie. Je vais devoir payer ça, papa. Je n'ai pas cet argent. Il a recommencé à pleurer. J'ai tenu sa main avec fermeté. Tu ne paieras rien du tout. Et moi non plus. Tu te souviens que j'ai dit au commissaire que je n'allais pas la poursuivre pour le moment? Eh bien, le pour le moment vient de prendre fin. Elle a touché à l'argent qu'il ne fallait pas. Elle a volé mon fils. Et pour ça, Antoine, il n'y a pas de pardon. J'ai serré mon fils dans mes bras au milieu de ce salon en désordre. Les meubles empilés ressemblaient à une barricade, une tranchée de guerre. Et c'en était une. Mais maintenant je savais que j'allais gagner parce que j'avais les papiers, j'avais la vérité et maintenant j'avais la preuve finale. Nathalie voulait jouer à la patronne de la maison. Maintenant elle allait connaître le vrai maître du jeu. Et le maître du jeu ne sait pas perdre. J'ai regardé la télévision de 55 pouces appuyée contre le mur, éteinte, reflétant nos visages. Demain serait un nouveau jour. Le jour de nettoyer le nom de mon fils et de balayer le reste de la saleté hors de nos vies. Dors, mon fils, ai-je dit en embrassant son front. Repose-toi, parce que demain on va terminer le travail. Je suis allé dans ma chambre, mais avant de dormir, j'ai pris mon petit carnet de notes. J'ai rayé expulsion de la liste et j'ai écrit dessous, en lettres appuyées, nettoyer le nom. La vie de seigneur est censée être tranquille, dit-on. Mais la mienne était plus palpitante qu'un feuilleton de TF1. Et vous savez quoi? J'adorais être le protagoniste. Nathalie avait crié au vieux de se taire. Le vieux non seulement a parlé, mais il a rugi. Et l'écho de ce rugissement allait encore faire tomber beaucoup de choses. Demain, ça allait chauffer. Et je serais là avec mon rouge à lèvres. Enfin, avec ma cravate et ma pochette bleue à la main pour voir la chute finale. Vous voulez savoir comment cette histoire se termine? Restez avec moi sur les conseils de papy. Le mardi s'est levé avec une tête de jour de grand ménage. Vous savez, ce jour où on se réveille avec l'envie de pousser les meubles, d'ouvrir les fenêtres et de laisser le soleil brûler la vieille poussière. Eh bien, mon ménage à moi n'était pas dans la maison, c'était dans la vie. J'ai réveillé Antoine tôt, j'ai fait un café frais, j'ai beurré des tartines de pain croustillant que le boulanger avait déposées au portail, et je l'ai appelé à table. Il avait le visage gonflé d'avoir tant pleuré la nuit précédente, mais il n'avait plus ce regard de bête traquée. Il avait un regard de quelqu'un qui en a assez de souffrir. « Mange, mon fils !» J'ai poussé la tasse vers lui. « Ventre vide ne tient pas debout et aujourd'hui, on va avoir besoin de force. » « Tu crois que ça va marcher à la banque, papa ?» demanda-t-il en mordant dans sa tartine sans appétit. « Je ne crois pas, j'en suis sûr. Contre les faits, il n'y a pas d'argument. Et contre un relevé bancaire, il n'y a pas de pleurnicherie de malin. » J'ai mis mon meilleur costume à nouveau. Cette fois, j'ai mis un costume gris que j'avais fait faire pour un baptême et qu'une nièce m'avait rendu parce qu'il était passé de mode. La pauvre, elle ne savait pas que l'élégance n'a pas de date de péremption. J'ai pris la pochette bleue qui maintenant semblait peser 10 kilos de responsabilité et nous sommes partis. La banque était glaciale. Cette climatisation d'agence bancaire semble faite pour geler l'âme de celui qui doit. Mais nous ne devions rien. Celui qui devait n'était pas là. Nous nous sommes assis au bureau du conseiller, Monsieur Petit, un homme sérieux, avec une cravate de travers, qui regardait l'ordinateur comme quelqu'un qui déchiffre des hiéroglyphes. « Que puis-je pour vous, Monsieur Durand? Vous voulez voir le rendement de votre livret A ?» « Pas aujourd'hui, Monsieur Petit. Aujourd'hui, le sujet, c'est la police. » Il a levé les yeux de l'écran et m'a dévisagé. « La police? Oui, escroquerie. On a utilisé les données de mon fils pour faire un crédit de 20 000 euros, et nous savons exactement qui c'était, où et comment. » Antoine tremblait sur sa chaise, mais j'ai posé ma main sur son genou. « Tiens bon, ai-je murmuré.
J'ai posé sur la table la lettre que Antoine avait trouvée, son téléphone avec l'application de la banque ouverte, et bien sûr, ma pochette. Le crédit a été fait par l'application le 15 mars à 15 heures. Ce jour-là et à cette heure-là, mon fils travaillait au magasin de bricolage, pointant à l'horloge. J'ai ici la feuille de présence signée par son chef. J'ai sorti le papier de la pochette. Son téléphone reste dans le casier du magasin, mais sa femme connaissait le mot de passe. Et sa femme était à la maison, utilisant le Wi-Fi de la maison que je payais. Le conseiller a commencé à taper rapidement. En effet, l'IP de la transaction est résidentielle. Et le montant a été transféré quelques minutes après vers un compte de site de Paris sportif. Antoine a lâché un sanglot. Elle a jeté mon nom à la poubelle à cause de jeu. Elle n'a pas jeté que ton nom, mon fils. Elle a jeté sa liberté, ai-je complété. Monsieur Petit nous a regardés avec gravité. Monsieur Durand, c'est une fraude familiale. La banque peut ouvrir une contestation, mais nous avons besoin d'un dépôt de plainte spécifique. Nous allons le faire, monsieur Petit. Mais d'abord, je veux savoir, si nous prouvons que c'était elle, la dette sort du nom de mon fils? Si la fraude est prouvée suite à l'enquête policière, oui, la dette sera réclamée aux fraudeurs. J'ai souri. C'était ce que j'avais besoin d'entendre. Alors préparez les papiers de contestation, mon garçon, parce que le dépôt de plainte va être fait maintenant. Nous sommes sortis de la banque et sommes allés directement au commissariat. Le commissaire Moreau, quand il m'a vu entrer pour la 2e fois en 24 heures, a même enlevé ses lunettes. « Monsieur Jean-Pierre, Nathalie vous a encore importuné ?»« Pire, commissaire, le trou est plus profond. Nous avons montré les relevés, nous avons montré la lettre, nous avons montré la feuille de présence. » Le commissaire écoutait tout en silence, balançant son stylo entre les doigts. À chaque preuve que je posais sur la table, son expression se fermait davantage. Nathalie n'était pas seulement une belle fille profiteuse et une épouse abusive. C'était une criminelle en col blanc, sauf qu'elle n'avait pas le col ni l'intelligence. « Ça change tout, » dit le commissaire. « Escroquerie contre conjoint, avec abus de confiance, et contre une personne âgée aussi, indirectement, puisque vous faisiez vivre la maison. Je vais la faire rechercher pour l'interroger immédiatement. » Nous ne sommes pas restés pour voir l'arrestation. Je ne voulais pas voir. Ce n'était pas un spectacle de cirque. C'était l'enterrement d'une vie de mensonges. Nous avons laissé la loi faire son travail. Nous sommes rentrés à la maison en silence, mais c'était un silence léger. On aurait dit qu'on avait enlevé un sac de pierre de nos épaules. Quand nous sommes entrés dans mon salon, encore plein de meubles empilés, Antoine a regardé autour de lui. « Papa, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?» J'ai regardé cet amas de bois et de tissus, canapé, table, chaise, meubles TV, des choses qui m'avaient coûté ma sueur, mais qui portaient une énergie lourde. « On vend, ai-je décidé. On vend tout, et l'argent sera le début de ta nouvelle vie. » « Mais tu as payé pour tout ça. »« J'ai payé pour que tu sois heureux, Antoine. Si ces meubles deviennent de l'argent pour que tu fasses une formation ou que tu verses un acompte sur un petit coin à toi un jour, alors ça aura valu la peine. Dans les jours qui ont suivi, ma maison s'est transformée en brocante. J'ai mis des annonces sur le groupe du quartier, sur le Bon Coin, à la paroisse. Des meubles d'occasion en bon état. Motifs, nettoyage de vie. Le voisinage curieux comme tout est venu en masse. Madame Leblanc, cette commère de la rue près du parc, a été la première à arriver. « Mon Dieu, ce canapé est comme neuf !» dit-elle en passant la main sur le tissu. Et c'est vrai que Nathalie a... Eh bien, qu'elle a plongé, oui. J'ai souri en pliant une nappe. La justice de Dieu tarde, mais ne manque jamais, Madame Leblanc. Et celle des hommes, quand on la pousse avec des papiers bien organisés, elle marche aussi. Elle répond d'une procédure. La dette de la banque est déjà passée à son nom. Antoine est blanchi. Madame Leblanc a acheté le micro-ondes et est partie raconter à tout le quartier qu'avec Monsieur Jean-Pierre, on ne plaisante pas. Je suis devenu une légende dans les bouches du coin. Le pépé de l'éclair blanc, disaient certains. Ça me faisait rire. 3 mois ont passé. La vie a une drôle de façon de s'arranger quand on enlève les ordures du chemin. Antoine, sans le poids de cette femme qui aspirait son énergie, a fleuri.
C'est impressionnant comme un homme malheureux vieillit et un homme libre rajeunit. Il s'est coupé les cheveux, s'est inscrit à une formation de comptabilité qui était son vieux rêve et a été promu chef d'équipe au magasin de bricolage. Il continuait à vivre avec moi, mais maintenant c'était différent. Ce n'était plus le fils dépendant. Il payait la facture d'électricité, achetait le fromage du dimanche et, le plus important, il riait. Notre maison, autrefois silencieuse, avait maintenant de la musique à la radio et une odeur de tarte au four. Et Nathalie? Eh bien, les nouvelles cours, j'ai appris par Didier du déménagement que j'ai rencontré au marché un de ces jours. « Monsieur Jean-Pierre !» Il a crié en me donnant une accolade qui a failli me démonter. Vous ne savez pas qui j'ai vu porter des cajots aux halles à l'aube. La belle Nathalie travaille comme manutentionnaire. Son patron m'a dit qu'elle devait jusqu'à son slip à la banque, qu'elle vivait au crochet, dans une chambre de bonne. J'ai senti une pointe de pitié. Je ne vais pas mentir. J'en ai senti. Personne n'aime voir l'autre dans la boue. Mais c'est vite passé. Elle avait eu toutes les chances. Elle avait eu un toit, elle avait eu à manger, elle avait eu une famille. Elle avait tout échangé contre l'arrogance. Maintenant, la sueur qu'elle versait à porter des cajots aux halles lui enseignait peut-être la valeur que l'argent du beau-père avait. Le travail dignifie, dit-on. Qui sait si elle ne va pas devenir quelqu'un de bien. Mais le moment le plus important de toute cette histoire n'a été ni le commissariat, ni la banque, ni la vente des meubles. C'était un dimanche ensoleillé, exactement 3 mois après ce déjeuner désastreux du bœuf bourguignon. Nous étions, Antoine et moi, en train de déjeuner sur la terrasse de ma maison. J'avais fait un poulet rôti avec des pommes de terre, simple, mais assaisonné avec amour et paix. Le téléphone d'Antoine a sonné. Il a regardé l'écran, a froncé les sourcils. « C'est elle », dit-il, « numéro inconnu, mais je sais que c'est elle. Elle appelle de temps en temps, en pleurant, demandant de revenir. » J'ai arrêté de manger. La fourchette est restée suspendue en l'air. « Et tu vas répondre ?» Antoine a regardé le téléphone qui sonnait. Il m'a regardé, il a regardé le jardin fleuri que nous avions planté ensemble la semaine précédente. Il a pris le téléphone, a refusé l'appel et a bloqué le numéro. Puis il a posé l'appareil sur la table, écran vers le bas. Non, papa, je ne réponds plus au passé. Le passé, on le laisse derrière. Mes yeux se sont remplis de larmes. Là, dans ce geste simple d'appuyer sur un bouton rouge, mon fils a récupéré la dignité que je croyais qu'il avait perdue pour toujours. « Papa, » dit-il en tenant ma main par-dessus la nappe. « Merci. Pourquoi, mon fils? Pour le poulet? Non. Pour avoir crié quand je me suis tu. Pour avoir été fort quand j'ai été faible. Tu m'as sauvé de moi-même. Quand je serai grand, je veux être comme toi. » J'ai ri fort, en essuyant une larme qui coulait. « Quand tu seras grand, tu as déjà 30 ans, mon garçon. » C'est une façon de parler. Je veux avoir cette colonne vertébrale en acier que tu as. Nathalie avait dit « Taisez-vous, vieux ». Elle croyait que vieux était une insulte. « Et ce n'en est pas une ?» demandai-je, curieux. Antoine a souri, un sourire large et beau. « Non, papa. Après avoir vu ce que tu as fait, vieux pour moi maintenant signifie roi. Ça signifie homme qui a déjà tout vu et qui n'a peur de rien. Ça signifie puissance. » Nous sommes restés là à rire et à manger des pommes de terre pendant que l'après-midi tombait doucement. Je suis resté à penser à cela. La société nous regarde, nous les hommes aux cheveux blancs, et voit de la fragilité. Elle voit quelqu'un qui a besoin d'aide pour traverser la rue. Elle voit quelqu'un qui gêne. Nathalie a vu un vieux inutile qui ne servait qu'à payer les factures et à se taire. Ils oublient que la peau ridée n'est que l'emballage. À l'intérieur coule le même sang qui a construit, qui a travaillé, qui a bâti. Nous sommes des bibliothèques vivantes. Nous sommes des stratèges diplômés de l'université de la vie. J'ai pris mon aiguille et mon fil plus tard pour recoudre un bouton sur la nouvelle chemise d'Antoine. Pendant que je cousais, j'ai pensé à l'héritage de toute cette confusion. Je n'ai pas laissé un héritage en argent à Antoine, parce que de l'argent, je n'en ai pas beaucoup. Mais j'ai laissé l'héritage de la dignité. J'ai laissé l'exemple que personne, absolument personne, n'a le droit d'élever la voix dans notre maison et de diminuer qui nous sommes. La maison près du parc a été relouée à une autre famille.
Une bonne famille, m'a-t-on dit. J'espère qu'ils seront heureux là-bas, mais mon bonheur à moi est ici, dans cette petite maison simple, où la seule chose qui crie, c'est la bouilloire qui annonce que le café est prêt. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout sur les conseils de Papy. Si elle vous a touché, laissez un pouce bleu, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Si vous qui écoutez mon histoire avez un grand-père, un père âgé, ou si vous-même avez déjà les cheveux d'argent, souvenez-vous de ceci. Le respect ne se demande pas, il s'impose. Et quand quelqu'un dit que vous ne valez rien ou essaie de vous faire taire, ne criez pas en retour. Prenez simplement votre pochette de documents, mettez votre plus beau costume et montrez-leur qui commande vraiment dans le jeu. Parce qu'on vieillit, le corps fatigue, la vue baisse, mais le courage, ah mon fils, le courage n'a pas d'âge. Le courage est comme le vin. Plus le temps passe, meilleur il devient. Et Nathalie ? Eh bien, Nathalie a appris la leçon la plus précieuse de toutes. Ne jamais, au grand jamais, sous-estimer un homme qui a un atelier de menuiserie et qui sait exactement comment couper le mal à la racine. Is this path not it? Mm-mm. Oh. That's good. Oh God. Wait, what? What? What is the Empress? What? What is that? What is what? The Empress? Is that a sword? I don't know. I guess so. Hmm. It's possible. Hey, Syl was there. The fuck was the point of this? It's a little creepy. It looks like there's a purpose there, and I don't know what it is. I go in it? No? What have I just done? Good. Yeah, I was trying to upgrade my... Well, I don't know what I've done. It's okay. I think we've missed it. I was... Oh? Seems like it. We jumped over 2 barricades. I feel like we might have, yeah. It was like the first area. Yeah, we're already out. We missed it. That was the very first area we were searching in. Beautiful weather. Oh, this must be the place. We could probably go back in. No. No, you can't. Wide. Jump where? Into the trash. One day I'm gonna do this and end up landing on a bag of rusty knives. I just know it. Oh my god. Ow. Are you there? Yeah, man. You okay? I'm above ground and still in one piece. Oh, good. Now listen, you'll need the key card to the substation. Otherwise, there'll be no power to the antenna. Okay, where do I get this card? You'll have to search the What containers. the fuck? It'll be in one of them.
Would I have to search the place? You mean the card might not even be here? No, it's there, mate. It's just the last guy who tried to do something like this made it to one of the containers before we, lost contact with him. Uh-oh. Oops. That's great. Nice.